question médiatique dans le conflit israélo-palestinien est extrêmement importante, comme vous avez pu le constater lors des traitements de tout ce qui concerne la Palestine, que ce soit les guerres contre Gaza ou dans les temps où il n'y a pas vraiment de grands moments intenses. On s'est toujours posé la question sur cette façon dans les médias, mais pas uniquement les médias, également les politiques traitent cette question palestinienne ou israélo-palestinienne. Donc c'est pour ça qu'on a pensé tout naturellement à inviter Pascal Boniface, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ces sujets. Donc il va nous parler sur la France et le conflit israélo-palestinien, sur le volet sociétal, médiatique, mais également diplomatique. J'avais également demandé à Pascal d'apporter avec lui, pour ceux que ça intéresse, donc deux de ses derniers livres. Donc ils sont sur la table à l'extérieur. Donc le premier, c'est La France malade du conflit israélo-palestinien. Je pourrais vous dédicacer. Et puis Les pompiers pyromanes, qui lui a coûté beaucoup de critiques. Donc je donne la parole sans tarder à notre invité Pascal. Merci. Merci Taoufik, merci de l'invitation. Bonjour à tous. Il y a maintenant une dizaine d'années, alors que Lilian avait terminé sa carrière de joueur, qu'il avait monté sa fondation, un ami très proche lui avait dit, mais sous forme de conseils sympathiques, ça lancera un peu le sujet. Lilian, faites ce que vous voulez, mais il y a un sujet auquel il ne faut pas toucher, c'est le conflit israélo-palestinien, parce que ce que fait Pascal Boniface est très courageux, mais on va s'y brûler, etc. Et donc on voit quand même que ce conflit n'a pas, et bon, Lilian est néanmoins allé en Palestine, a quand même fait des déplacements, n'a pas tenu compte, mais on voit bien quand même que ce conflit n'est pas un conflit comme un autre. Par ce conseil qui avait été à l'époque donné à Lilian Thuram, on voit bien que effectivement il n'est pas traité comme les autres conflits parce qu'il génère des réactions émotives, voire haineuses, voire violentes politiquement, parfois violentes physiquement. La Ligue de défense juive, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas une simple vue de l'esprit, et donc que ne suscite pas d'autres conflits. Il y a vraiment une spécificité à ce conflit dans son impact sur la société qui est très profond et qui explique une différence de traitement. Moi, le nombre de personnes, c'est vrai que ma carrière personnelle a beaucoup pâti des positions que j'ai prises sur le conflit, mais le nombre de personnes qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, me disent « je pense exactement la même chose que toi, mais jamais je ne le dirai en public », est assez nombreuse, aussi bien parmi les collègues universitaires, qui pourtant ne risquent pas d'être révoqués, ne risquent pas, on n'est quand même pas sous Vichy, etc. Parmi les journalistes, là, effectivement, leur position peut être un petit peu plus compliquée, ou parmi les responsables politiques, qui d'ailleurs, à mon avis, pour une grande partie d'entre eux, fantasment, en alimentant les différences, fantasment les réactions négatives possibles, parce que, même si effectivement l'actuelle politique israélienne est défenseur, déterminés, etc., je ne suis pas sûr que leur poids réel est aussi fort que cela, et je pense que leur poids supposé est plus fort que leur poids réel. Et que entre la censure et l'autocensure, eh bien, il y a effectivement la part d'autocensure est plus forte, et c'est quand même assez dramatique de voir que cette absence de courage, les gens ne risquent quand même pas tant que ça. Bon, peut-être qu'ils seront désinvités de 2-3 trucs, etc. Mais enfin, bon, quand même. Comment expliquer ça? Il y a, une fois encore, il y a une part de militantisme chez certains journalistes patrons, il y a une part de lâcheté, il y a une part de culpabilité, aussi, historique, par rapport à l'antisémitisme. C'est que, c'est le côté positif, c'est que l'antisémitisme n'est plus acceptable, alors qu'il a été longtemps dans ce pays. Et que donc, la crainte d'être jugé complice ou pas assez ferme, dissuade, et bon, certains volontairement, d'autres ne se rendant pas tout à fait compte de cela, mais qu'il y a en tous les cas un puissant, et que l'accusation antisémitisme est quand même, de façon heureuse, quelque chose qui bloque les gens, de façon malheureuse, elle est utilisée à tort et à travers.
Donc comme c'est un bon argument, il est surutilisé. D'où le danger. Parce qu'à force de le surutiliser, on va l'user. C'est ça le danger. Mais donc, il y a, disons, un tropisme, et puis aussi un décalage, et puis aussi un fait, c'est que, pour une partie des gens, ce pays n'a pas refermé la page de la guerre d'Algérie. Vous avez quand même des gens qui estiment que... Il y a aussi tout cela, il y a le côté mal digéré de la colonisation, mal digéré de la décolonisation, et puis il y a aussi un fait, parce que quand même les choses progressent, que il y a aussi des Arabes et des musulmans qui demandent leur place, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour faire court et de façon un peu caricaturale, auparavant, les Arabes ou musulmans, là encore d'ailleurs, il y a des Arabes qui on désigne d'une même catégorie des gens très divers, il y a des gens qui sont... quelqu'un avait inventé la notion de musulman d'apparence, d'ailleurs, je crois que c'est ça. Mais il y a des gens qui sont arabes, mais qui ne croient pas, comme moi je suis chrétien et je ne crois pas. Enfin, je suis un chrétien pour les autres, mais je ne le suis pas moi-même, quoi. Mais donc ils sont obligés de se justifier sur des choses qui ne les concernent pas, parce que ils auront... Mais en tous les cas, c'est un peu caricatural, mais c'est un fond de vrai. Il y a 30 ans, si vous étiez musulman, votre objectif c'est de rentrer sain et sauf dans votre foyer de Sonacotra sans tomber sur une ratonnade. Et personne n'osait demander la construction de mosquées. Ça paraissait comme un truc surréaliste. Aujourd'hui, les gens disent, nous on croit, on veut des mosquées. Et du coup, ça crée des crispations aussi. Donc c'est quelque part le progrès dans l'acceptation des autres qui fait. J'ai parlé tout à l'heure de la rumeur d'Orléans. Je pense, on est quelques-uns à avoir les cheveux gris ici, vous vous rappelez certainement du film. Donc pour ceux qui ont oublié ce film, ce sont des amis qui partent au même camping d'habitude, et Jean Carmet viole la fille de son ami et la tue, et fait porter l'accusation sur un foyer d'immigrés à côté, d'où ratonnade, etc. Lorsque le film a été tourné, fin 70, début des années 80, lorsque le film a été tourné, l'acteur qui joue l'arabe s'est fait casser la gueule. Ah ouais? Ah ouais? Voilà, une ratonnade normale, quoi. Et c'était tourné dans le Var, parce qu'il fallait un camping, du soleil, le décor, etc. Et les autorités policières et préfectorales ont déconseillé à Yves Boisset de porter plainte pour ne pas mettre d'huile sur le feu. Aujourd'hui, Yves Boisset porterait plainte et l'affaire serait moins traitée que si c'était... Mais au moins elle serait traitée. Donc il y a aussi ça qui joue de façon... Il ne faut pas voir que le négatif, il y a aussi des choses positives dans cela. C'est que aujourd'hui les musulmans disent « nous sommes chez nous ». Et quand on regarde, moi j'ai été lycéen à Mantes-la-Jolie, à côté du Val-Forêt, au lycée Saint-Exupéry. Quand j'étais au lycée, j'avais pas d'amis arabes. Non pas que je les snobais, mais ils allaient dans le lycée technique pour apprendre à visser des boulons, quoi. Ils s'arrêtaient au BEP, etc. Là, maintenant je suis parrain de la convention ZEP que ce lycée a établi avec Sciences Po, donc je suis les gamins régulièrement dans l'année, mais le public auquel je m'adresse aujourd'hui n'a rien à voir avec... on pourrait composer une équipe de France dans les lycées que je vois aujourd'hui, alors que c'était plutôt l'équipe de golf qu'il y avait à mon époque. Donc ça progresse aussi, mais en même temps, ce progrès crée des distances. Pour l'instant, en fait, vous avez maintenant des gens arabes ou musulmans qui sont ingénieurs, avocats, ce qui était très rare auparavant. Maintenant, c'est plus fréquent. Il manque l'échelon de députés, préfets, chefs d'entreprise. Cette absence de courage est, à mon avis, contre-productif et dramatique parce qu'elle suscite par effet des théories du complot. Elle suscite en fait ce qu'elle est censée pouvoir éviter. Et moi en fait je suis souvent soumis à deux types de réactions différentes qui sont aussi fausses l'une que l'autre. Les deux se nourrissent mutuellement. C'est d'être accusé par certains d'antisémitisme et de l'être par d'autres comme être vendu aux juifs parce que je ne reprends pas les thématiques antisémites de certains extrémistes. En ce sens-là, c'est pour ça que j'écrivais dans Les Pompiers Pyromanes que Frédéric Aziza et Alain Soral sont en fait la deux faces d'une même pièce.
Ils se nourrissent mutuellement, ils ont besoin l'un de l'autre pour élaborer leur propre public. Et plus il y a une autocensure par rapport à la critique du gouvernement israélien, plus il y a chez une partie du public ceux qui n'ont pas accès aux médias, le fait qu'il y a un vaste complot, que les médias sont tenus par les juifs, etc., etc., ce qui est faux. Il y a un tropisme dans le traitement du conflit, mais il est faux de dire que les médias sont tenus par les juifs, et d'ailleurs, en plus, ça voudrait dire que tous les juifs ont le même avis sur le conflit, ce qui est faux, puisque je pense que dans votre association, il y a beaucoup de camarades juifs, et que beaucoup d'intellectuels juifs sont au premier rang de la défense des principes universels, parce que, justement, ils voient, et d'autres d'ailleurs, il y a tout un courant aussi qui ne veulent pas être considérés avant tout comme étant juifs, mais qui sont obligés, sont sommés un peu de le faire. Et que les sentiments anti-arabes sont nettement plus forts à cause de la guerre d'Algérie, à cause du racisme, etc. Et on peut dire, d'ailleurs, si on devait résumer, c'est que le pays est antisémite, mais plutôt sioniste, parce qu'il est très favorable à Israël. Et en 67, il n'y a que 3% des Français qui sont du côté des Égyptiens, des Syriens. La grande majorité des Français sont du côté israélien. Et De Gaulle va à l'encontre. C'est bien des fois d'aller à l'encontre de l'opinion publique quand on le fait avec courage sur les sujets essentiels. C'est moins bien d'y aller sur d'autres sujets, mais de temps en temps, sur les grandes directions, c'est pas mal. Ensuite, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il y a encore un fond. Le premier tournant dans l'opinion française, c'est la guerre du Liban de 82, parce que là, il y a Sabra Shatila, et qu'il y a quand même un changement. Et puis, le troisième, enfin l'autre étape, ça sera bien sûr la première intifada, puisqu'il y a une sorte d'inversion des perceptions. En 67, rappelez-vous, tout le monde disait ce petit pays qui fait fleurir le désert, qui est entouré de dictatures nombreuses arabes, et plus qui peuvent les jeter les juifs à la mer, etc. Après, on se rend compte que, en fait, Israël n'est pas un petit pays menacé, mais c'est un pays fort et qui oppresse. Parce que ce qu'avait dit De Gaulle dans sa conférence de presse de novembre 67, que l'occupation allait créer une résistance qui va être qualifiée de terrorisme et qui va susciter des troubles, il a été parfaitement visionnaire. On ne pourrait pas retirer un mot à cela, se déroule. Et donc, avec le début de l'intifada, Israël n'apparaît pas comme un petit pays menacé par l'ensemble d'une masse supérieure qui veut le détruire, mais comme une puissance occupante. Après, il y a la période plus bellique, on a oublié, des accords d'Oslo, des scores de paix. Je reconnais moi-même m'être trompé le premier, puisque lorsque les accords d'Oslo ont été signés, j'ai cru que la paix était irréversible. Et je me suis lourdement trompé. Par contre, ceux qui ont eu raison, c'est Sharon, Netanyahou, qui se sont opposés aux accords d'Oslo, qui ont présenté Rabin comme une sorte de néo-nazi. D'ailleurs, quand je vois qu'aujourd'hui on a rendu hommage à Rabin et que les mêmes qui rendent hommage à Rabin soutiennent Netanyahou, la veuve de Rabin, Léa Rabin, n'a jamais voulu serrer la main à Sharon et Netanyahou parce qu'elle les a toujours considérés comme responsables ou co-responsables moralement de son assassinat. Parce que Netanyahou et Sharon et tout le Likoud à l'époque n'ont eu de cesse de présenter Rabin comme un traître à Israël, comme pas eux-mêmes, mais disons qu'ils alimentaient. Il a été mis avec un uniforme nazi, les moutages d'Hitler, etc. Mais on a cru toute cette période que la paix allait venir. Toutes les années 90 étaient marquées par une avancée moins rapide que voulue, que prévue, mais qui nous paraissait toujours irréversible. Et l'accord de Camp David, l'échec de Camp David, alors que Arafat ne voulait pas y aller, que Clinton l'avait assuré qu'il ne serait pas tenu responsable en cas d'échec, et que la lourde responsabilité d'Ehud Barak de faire porter l'échec sur Arafat en disant aux Israéliens « nous n'avons pas de partenaire », donc les Israéliens ont voté Sharon. Si celui qui veut négocier dit lui-même qu'il n'y a pas de partenaire, autant voter pour celui qui dit qu'il ne faut pas négocier directement, et qu'il faut une politique de force. Et donc vous avez tout le décryptage. Donc l'époque actuelle que nous vivons, le climat politique en France d'appréciation sur le conflit israélo-palestinien, il date de 2001.
et le début de mes problèmes aussi d'ailleurs, la date de 2001, puisque je fais une note au PS en disant qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'occupé et l'occupant, et qu'on accepte de la part de certains responsables israéliens des déclarations racistes qui nous feraient hurler si elles étaient dans la bouche d'un autre dirigeant. Bon. Et que pour maintenir un soutien ou renvoyer dos à dos Israël et les Palestiniens pour des questions politiques intérieures, parce que tout le monde disait, mais non, les mêmes qui disent qu'il ne faut pas faire de communautarisme, disaient attention, l'électorat juif, en pensant d'ailleurs que tous les juifs pensaient de la même façon, votaient la même chose. Et je disais que, et là je me suis trompé, c'est que si on faisait ça il ne fallait pas faire peser le poids des communautés, mais celui des principes universels, et que celui des principes universels, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'arrêt de la répression et de l'occupation, parce que toute occupation militaire, c'est parce que c'est Israël. Toute occupation militaire conduit à une répression. Si les Lapons occupaient un autre pays que le leur de façon militaire, ils feraient une répression. Donc c'est un principe éternel de l'occupation militaire conduit à la répression. Et en disant que si on jouait sur le poids des communautés, les Juifs seraient perdants à terme parce que les Arabes allaient s'organiser et peser plus. Mais je rejetais donc de faire peser le poids des communautés. Ceci étant, donc, on vit depuis 2001, dans cette époque, d'une importation du conflit dans notre pays et qui vient un peu brouiller les repères parce que il n'y a pas un clivage droite-gauche là-dessus, le clivage, il est soit la peur communautaire, soit les principes universels. Est-ce que, et je veux dire, quand on regarde les choses sur le papier, on a quand même, dans les années 2006-2007, rompu avec le gouvernement autrichien, ou un peu plus tard, parce que Borgheder était venu au pouvoir, mais quand on regarde la composition de l'actuel gouvernement israélien, il y a des gens d'extrême droite qui font passer Borgheder pour un social-démocrate virulent. Vous connaissez comme moi la liste des litanies des déclarations des membres du gouvernement actuel israélien qui sont tout simplement des appels à la haine, quand ce ne sont pas des appels au meurtre. Et moi je m'étonne que les mêmes qui disent vouloir combattre le Front National en France supportent un gouvernement dont les membres sont bien plus extrémistes que Marine Le Pen, mais même Jean-Marie Le Pen. Donc il y a une contradiction, et cette contradiction, elle s'explique par une sorte de communautarisme débridé, où, parce que c'est Israël, on ne devrait pas avoir la même appréciation, et on accepte ce qu'on n'accepterait pas ailleurs. Et en fait, cette contradiction de se dire, pour certains de gauche, tout en soutenant un gouvernement très largement teinté à l'extrême droite là-bas, elle rend une partie de ceux qui ont ce raisonnement plus agressif. Parce que ceux qui sont de droite, à la limite, ils n'ont pas à justifier. Ils n'ont pas à justifier parce qu'ils disent, voilà, c'est comme ça. Et ceux qui sont les plus agressifs à votre égard, à mon égard, à notre égard, ce sont ceux qui se revendiquent de gauche et qui sont quand même bien embêtés pour dire qu'ils soutiennent l'occupation d'un peuple. Bernard Ravenel a fait une sorte de thèse, et c'est une histoire sur l'histoire du PSU, l'engagement de gauche, c'est quand même la lutte contre le colonialisme. C'est quand même la base même, et on voit bien, la gauche qui trahit, c'est celle qui accepte le colonialisme, la gauche qui reste fidèle à elle-même, c'est celle qui le refuse. Donc pouvoir dire en 2016, je veux dire 60 ans après la fin des guerres coloniales, que l'on peut soutenir une guerre coloniale, un mouvement colonial, je sais bien que c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, il y a bien un dominant, un dominé, il y a bien un occupant militaire et un occupé. Donc même si c'est pas tout à fait la même histoire coloniale, il y a quand même de très grandes similitudes quant à la disparité entre les acteurs et surtout le rapport de domination et de mépris de l'un à l'autre que cela implique parce qu'on considère que l'autre n'est pas égal, tout simplement. Si vous dominez un peuple, si vous l'occupez militairement et que vous l'empêchez de s'exprimer, c'est que vous estimez que vous avez des droits supérieurs à lui. Ce n'est pas je connais... Être de gauche n'est pas de dire qu'il y a des gens qui ont plus de droits que les autres, sauf par le mérite, mais pas en tous les cas par la Bible ou par l'occupation militaire ou par tout autre. Bon. Et donc c'est ce secteur de l'opinion qui est en contradiction avec ses propres principes affichés, qui, pour se sortir de la contradiction, a besoin de présenter comme antisémites ceux qui s'opposent à lui.
Parce que si vous êtes des militants universalistes, c'est eux qui sont du coup en contradiction, et pour qu'ils se refassent une virginité de gauche et qu'ils essayent d'afficher peu ou prou une sorte de cohérence avec eux-mêmes, vous devez être antisémite. Et tout le débat, et je veux dire 15 ans plus tard, alors que dès qu'on a quand même plus de 60 de QI, on devrait faire la différence entre antisionisme et antisémitisme, que ce débat existe encore à un haut niveau politique est quand même effarant et montre quand même les choses. Parce que les plus antisionistes, c'est quand même très souvent des juifs, soit religieux, soit de gauche. Parce qu'ils, s'ils sont de gauche, ils pensent que la révolution ou le progrès social doit se faire dans le pays dans lequel ils vivent, et s'ils sont religieux, ils pensent que c'est une offense à Dieu que de créer un État pour les juifs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des antisémites qui sont antisionistes, ok. Mais c'est quand même Theodor Herzl qui a dit cette phrase, qu'il faudrait rappeler à certains, les antisémites seront nos meilleurs alliés. Parce qu'ils pousseront à la création d'un État juif, etc. Et donc, bien sûr, on ne peut pas nier qu'il y a des gens qui sont à la fois opposés à Israël et antisémites. Mais je ne dirais pas que c'est comme les poissons volants, ça existe, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais en tous les cas, le fait que le délégué interministériel contre le racisme soit venu mettre en accusation dans un visite en Israël les mouvements de solidarité avec la Palestine en disant qu'il y avait une instrumentalisation de la lutte, alors oui, on le sait, vous les combattez quotidien ces gens-là. Les causes de l'antisémitisme résiduel en France, c'est partie l'importation du conflit avec confusion entre juifs et israéliens et le sentiment de deux poids deux mesures qu'il renforce constamment en ayant même dès ça en entrant en fonction déclaré à Libération que la lutte contre l'antisémitisme était supérieure comme forme de lutte contre le racisme aux autres, alors qu'il est quand même censé lutter contre tous les racismes et qu'en disant ça, il est tombé dans le pire des clichés. Bon, parce que s'il y a une instrumentalisation, à mon avis, c'est plutôt l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme au profit de l'actuel gouvernement israélien, qui me paraît être beaucoup plus forte dans son expression, dans ses ramifications, que l'instrumentalisation de la lutte pour la Palestine au profit de l'antisémitisme. Il y a quand même un courant ultra-minoritaire qui n'a pas d'espace médiatique, qui a un espace sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas accepté par l'ensemble des mouvements de solidarité avec la Palestine, qui au contraire, ils font une chasse. Alors que il y a quand même, disons que vous êtes beaucoup plus sévère avec les racistes et antisémites qui essayent de se glisser, que les amis d'Israël sont sévères avec la Ligue de défense juive, ou qu'avec les mouvements racistes anti-arabes qui viennent se glisser là-dedans. Parce que la haine sur Internet qui est combattue, moi, quand je la constate, voilà, il y a des gens qui sont hautement... quand vous regardez le compte Twitter d'Aziza, la haine sur Internet, c'est ça. C'est pas... Hein? Oui, un journaliste à la chaîne parlementaire au Canard enchaîné à Radio J qui entre autres, m'avait rendu responsable de la prise d'otage contre l'hypercaché. Donc, en toute impunité, il est toujours au Canard enchaîné, il est toujours à la chaîne parlementaire. Donc, et on vit toujours cela. Alors donc, d'une part, les antisionistes, beaucoup sont juifs, même si une fois encore, il peut y avoir qui se glisser, mais il faut distinguer l'opposition à l'existence d'un État, le racisme, et l'opposition à un gouvernement. Il n'y a que pour les conflits israélo-palestiniens et que pour Israël que l'on confond, et parfois au plus haut niveau de l'État, les trois choses. L'antisionisme, c'est l'opposition à l'existence d'un État pour les Juifs. Une fois encore, les plus virulents étaient souvent les Juifs eux-mêmes pour des raisons qui leur appartenaient politiquement. Je crois que, comme votre association, vous êtes pour la solution à deux États, deux États, c'est deux. Donc il y a un État d'Israël et même dans des frontières très réduites par rapport à ce qui était initialement prévu. Puisque le plan, c'est de créer l'État de la Palestine dans 22% de la Palestine mandataire et pas au-delà. Donc c'est quand même très réduit finalement tout ça. Bon, donc, je veux dire, est-ce qu'il y a des antisionistes chez vous? Je ne crois pas. Parce que la solution de deux États implique
la création, enfin l'existence de l'État d'Israël. Alors c'est vrai que parfois dans le vocabulaire, le terme sioniste est employé de façon déviée. Et dans certains secteurs, je pense parfois chez certains radicaux, on ne veut pas dire les juifs, on dit les sionistes. Mais un sioniste comme Abraham Burg, moi, me va très bien. Abraham Burg est profondément attaché à l'État d'Israël, il est profondément attaché à la reconnaissance légitime des droits des Palestiniens. Donc tous les Israéliens et tous ceux qui sont attachés à Israël ne sont pas attachés au grand Israël. Il faut faire la distinction entre les deux. Donc l'antisionisme, c'est l'opposition à l'État d'Israël en tant que tel. Les frontières, on peut en reparler. L'antisémitisme, pas la peine de vous faire la leçon. Vous savez ce que c'est le racisme anti-juif. Bon, dans les débats, on a le droit à la question rituelle, oui, mais les Arabes sont des sémites, etc. Ça ne sert à rien de se lancer là-dedans, parce que ça fait perdre du temps. Tout le monde le sait, mais bon, l'antisémitisme, maintenant, dans la définition commune, c'est l'opposition aux Juifs. Et on peut dire que les Arabes sont sémites, mais parlons de racisme anti-musulman, voire d'islamophobie. Mais dire nous sommes aussi des sémites, oui, peut-être que les Arabes sont aussi des sémites, mais il y a aussi les Arabes qui sont profondément antisémites. Donc c'est pas la peine. Ceux qui opposent cet argument, généralement, ont une arrière-pensée qui n'est pas toujours positive, pas tous, mais certains. Donc je crois que, en termes d'efficacité, ce n'est pas la peine de mettre en avant cet argument. Ça fait perdre du temps. Et ça va plutôt conforter l'histoire d'un agenda secondaire pas très sympathique. Et puis il y a la critique du gouvernement israélien, qui, lorsqu'il est ce gouvernement-là, je dirais, ne pas le critiquer me paraît très bizarre. Parce que il y a quand même peu... on nous dit que Israël est la seule démocratie du Proche-Orient. Bon, ça se discute. Je rappelle la formule de Ronnie Broman, Israël est une démocratie pour les Juifs et un pays juif pour les Arabes. Mais en tous les cas, ce n'est pas la seule démocratie du Proche-Orient parce qu'il y a le Liban, il y a la Tunisie, etc. et d'autres. Bon, puis c'est une puissance occupante, tout simplement. Bon. Mais en tous les cas, ce système électoral libre, bien sûr, a donné, il n'y a pas de gouvernement issu des urnes qui soit autant à l'extrême droite que celui-là. Tout le monde s'inquiète de l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, mais Donald Trump, il est au centre de l'échiquier politique, par rapport, y compris dans ses déclarations sur les musulmans. Je ne connais pas, sauf si je suis plus pas informé, un gouvernement issu des urnes, avec un résultat démocratique incontestable, qui soit autant à l'extrême droite. Je ne crois pas qu'il y en ait. L'Europe non, aux États-Unis non, et dans les pays du tiers-monde qui votent réellement, qui votent librement, non. Donc on peut très bien dire qu'Israël est la seule démocratie du Proche-Orient, ce qui est faux, mais en tous les cas, cette démocratie est très largement à droite, et par rapport à la qualité de ce gouvernement, il me paraît que la critique de sa politique, qui ne marche pas d'ailleurs, puisqu'on voit bien, le problème n'est pas réglé, il y a toujours des attentats. Ceux qui disent, venez d'ailleurs, qui poussent les Juifs à fuir la France parce qu'ils seraient plus en sécurité en Israël, ben non, il y a plus d'attentats en Israël qu'en France. Et par ailleurs, on a beaucoup élaboré sur l'ALIA, le fait que le nombre de Juifs qui partent à l'étranger est doublé, c'est une réalité, mais qui doit être remis dans un contexte plus global. D'une part, parce que depuis 2000, il y a tout simplement 2 fois plus de Français vivant à l'étranger. La France est rentrée dans la mondialisation. Donc il y a 2 fois plus de Français qui sont à l'étranger, qu'ils soient juifs ou non. Il y a aussi beaucoup d'Arabes qui partent. Eux, pour d'autres raisons, pas parce qu'ils ont peur. Enfin, parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de boulot. Quoi, et qu'il faut qu'ils partent pour en trouver un. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de compatriotes juifs qui ne se sentent pas en sécurité. Mais le sentiment d'insécurité est en partie réel et en partie alimenté. Parce que quand vous répétez année après année que l'antisémitisme progresse en France, c'est le discours, chaque président du CRIF au discours annuel dit la même chose depuis 2001, j'ai fait la recension justement dans mon bouquin, bah, oui, vous faites peur à des gens, parce que quand vous avez un philosophe qui dit que c'est l'année de cristal, donc c'est 360, c'est quoi pire que l'année de cristal, c'est l'année de cristal, et que c'est quand même censé être un philosophe qui prend du recul. Bon. Quand on vous répète ça constamment, il y a de quoi avoir peur.
Il y a de quoi avoir peur. Et il faut relativiser cela. Et donc, la critique du gouvernement israélien doit être libre, et je dirais même qu'elle devrait... Et d'ailleurs, les inconditionnels d'Israël disent que le gouvernement israélien est très critiqué dans la presse. Ils confondent deux choses. Oui, quand on reprend des déclarations, quand on voit, là encore, dans Le Monde, un article sur les bombes à sous-munitions qui tuent encore des enfants, etc. Bon, la critique, c'est quand les journaux font leur métier de rendre compte de l'actualité. Oui, voilà, on critique. Et pour l'instant, je ne connais pas de critique dans la presse sur l'attitude ou la politique du gouvernement israélien qui ne soit pas justifiée, qui soit un procès d'intention par rapport... Et ce que disent les gens, c'est qu'en fait, il faudrait arrêter de parler de ça. Et vous savez que la stratégie médiatique, c'est de dire parler de l'high-tech, parler du tourisme, parler, etc., et évacuer le conflit parce qu'il divise les Français, etc. C'est bon. Donc, confondre, si vous critiquez Poutine, on ne va pas dire que vous faites du racisme anti-russe. On va dire que, ou si vous critiquez Poroshenko, de l'autre côté, on ne va pas dire que vous faites du racisme anti-ukrainien. C'est bon. Il n'y a que pour ce conflit, pour ce pays, que la critique du gouvernement est assimilée à un racisme. Donc il faut sortir de ce piège qui est tendu, et qui est un piège qui, intellectuellement, ne résiste pas à l'examen et qui est très facilement démontable. Une fois encore, il peut y avoir effectivement des antisémites qui critiquent Netanyahou, mais ils sont minoritaires par rapport à ceux qui critiquent Netanyahou au nom de principes universels. Donc la gauche devrait unanimement se réclamer et s'honorer, ou je dirais tout simplement, les démocrates, au-delà des cercles de gauche. Et donc, ça, c'est vraiment mais depuis 2001, on est dans cela. Antisémitisme, antisionisme, et une sorte de bougli-bougla où on cache les enjeux essentiels. Et dans les médias, il y a effectivement une crainte d'aborder ces questions-là, parce qu'on dit, ça divise l'opinion. Oui, ça divise l'opinion, mais c'est pas... Et il y a en fait plusieurs attitudes. Bon, pour certains, il y a une sorte de militantisme pro-israélien, pour des raisons, pourquoi pas, mais c'est leur droit. Pour d'autres, il y a beaucoup de peur, en fait. De peur, parce qu'en fait, là encore, moi je ne connais pas, et je pourrais citer des exemples, si je dis on va faire que je fais une liste de juifs, etc., mais il n'y a pas que des juifs. Des types comme Philippe Val, par exemple, ou d'autres, je ne connais pas de gens qui ont eu des problèmes professionnels pour avoir pris la défense du gouvernement israélien. Il y a même eu au contraire des promotions express, dans le cas de Philippe Val. C'est aussi par contre, des gens qui ont eu des problèmes professionnels parce qu'ils critiquaient le gouvernement israélien, ça on pourrait en faire une liste, qui serait assez longue. Donc quand on dit que les médias sont orientés, etc., non. Et une fois encore, faisons l'exercice, qu'on me dise qu'un tel a eu des soucis parce qu'il défendait le gouvernement israélien. Alors, il n'y en a pas. Ou alors qu'il a été tellement excessif dans la déformation des faits, dans l'éloignement de la charte déontologique des journalistes, que oui, et j'ai 2-3 exemples en tête, mais qui sont tellement caricaturaux qu'ils étaient complètement mis à part dans la rédaction, parce que les gens en avaient marre que leur communautarisme les conduise à mentir au quotidien ou de façon hebdomadaire pour le lecteur. Des gens qui ont été placardisés, qui ont eu des soucis parce qu'ils ont pris des positions hostiles au gouvernement israélien et qui ont été immédiatement accusés d'antisémitisme, là, la liste est plutôt longue. Et il y a, au milieu, des gens qui font gaffe. Il y a des gens qui ne veulent pas être pris la main dans le sac à avoir donné la parole à quelqu'un qui est censé être trop critique du gouvernement israélien. Soit une fois encore par militantisme, soit par lâcheté. Et là, la liste est assez longue, et donc des gens qui disent, mais si j'invite un tel, on va m'emmerder, et sur le service public, sur les chaînes privées, il faut toujours bâtir d'égalitarisme, et encore, etc. Et donc, il y a quand même un tropisme médiatique, qui n'est pas favorable à Israël, mais qui est défavorable à ceux qui sont trop critiques à l'égard du gouvernement israélien. Et donc, la représentation n'est pas tout à fait la même.
Je me rappelle en 2006, quand Politis avait des problèmes, a failli fermer, Denis Siffert avait cherché une solution, des financements, etc. Et il y a quelqu'un qui était venu le voir, qui a dit il faut que Politis existe, c'est très important pour la gauche, qu'il y ait cette voix à la gauche de la gauche, etc. Ce que vous faites sur Sarko, etc., c'est bien, c'est utile. Il y a juste quand même, il y a une ligne qui devrait changer, c'est sur le conflit du Proche-Orient, ça divise les électeurs de gauche, là il ferait changer de ligne éditoriale là-dessus. Donc vous voyez quand même la force de cela. Une stratégie israélienne, dont j'ai oublié le nom, mais qui est de dire il faut qu'on parle d'Israël sans parler du conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, une stratégie qui est relayée par le CRIF, qui dit il faut qu'on arrête de parler du conflit, et il faut qu'on voit Israël. Donc il y a effectivement l'high-tech, le cinéma, tout ce qui ne concerne pas le conflit, tout ce qui ne concerne pas l'occupation. Et là, quand même, il y a un élément inquiétant, c'est le groupe de presse que Patrick Drahi est en train de se constituer. Patrick Drahi a présenté I24 comme le dôme de fer contre l'information internationale pour protéger Israël. Alors, bien sûr, dans les rédactions, à BFM TV, à Libé, ils peuvent résister, mais les rédactions, elles sont en fait diversifiées. Il y a des gens qui veulent résister, d'autres non. Souvent, les directeurs de rédaction sont quand même moins allants que les journalistes, etc. Mais le programme politique de Drahi est quand même extrêmement inquiétant. Enfin, moi, je suis un peu inquiet de l'avenir de Libé là-dessus, en ligne éditoriale. C'est pas... mais il y a une stratégie, effectivement, de parler de tout, de normaliser Israël. Qu'est-ce qui est anormal dans Israël? C'est l'occupation d'un peuple par un autre au XXIe siècle. Il n'y a pas de peuple qui occupe d'autres, ou en tout cas on le conteste. Donc il faut parler de tout sauf de ça, parce qu'il y a des éléments effectivement positifs, mais il faudra parler, alors tourisme c'est un peu compliqué parce qu'il y a le terrorisme, etc. Mais l'high-tech est vraiment le point d'entrée de quelque chose qui est vu positivement, effectivement, qui renoue un peu avec l'esprit pionnier, etc. Et qui est bon, et qui peut intéresser les jeunes générations, etc. Mais quoique on faisait un débat il y a 2 ans à Nantes pour le festival de géopolitique de Nantes, et j'avais invité Renaud Girard pour le Figaro, pensant qu'il allait défendre un point de vue plutôt pro-israélien. Et en fait, j'étais très étonné parce que, pas vraiment, alors que c'était son rôle a priori, quoi. Mais, et en fait, Renaud Girard, donc homme de droite, famille conservatrice, chrétienne, disait quand j'étais jeune, il y a plein de gens qui n'étaient pas juifs allaient passer un mois ou 2 dans les kibbutz parce que ça faisait rêver. Qui aujourd'hui, dans nos jeunes qui ne seraient pas juifs, iraient passer un mois ou 2 dans les kibbutz? Donc il y a une dégradation de l'image d'Israël. Et par rapport à cette dégradation, parce que les gens sont de plus en plus conscients de l'occupation et de ses dégâts, il y a une stratégie. Tous les pays ont une stratégie d'influence, tous. Mais celle d'Israël est plus active, plus forte. Il y a 2 livres récemment qui sont parus sur les réseaux de Poutine en France. Mais Nicolas Hénin, qui a fait un bon bouquin, je dis, mais écoute Nicolas, tu crois pas que c'est quand même pas Poutine qui a les plus grands réseaux en France en termes de Poutine et israélien influence? Il a des réseaux qui sont connus, mais leur poids quand même, il n'est pas terrible. Parce que dès que sur l'Ukraine, que tu n'as pas le point de vue de l'OTAN, tu étais vraiment là tout de suite fustigé, etc. Mais la véritable enquête, ce serait sur les réseaux Netanyahou en France. Qui va la faire? Parce que là, il y a de la matière. Mais celui qui va faire ça, alors d'une part, c'est un gros boulot parce qu'ils sont nombreux. Alors que les réseaux russes, tu les as plus vite identifiés. Mais je dirais, bon, tous les pays ont une stratégie d'influence, mais là, quand je vois les médias français, et Nicolas Hénin, du coup, a été reçu partout pour son bouquin, parce que ça, les médias français, ils aiment bien dénoncer les réseaux russes. Pourquoi? Parce que la Russie s'oppose aux Occidentaux, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des réseaux qui sont plus importants et dont on ne parle pas trop. Et quand on regarde ce qui s'est passé lors de la dernière guerre de Gaza, aussi bien sur le plan politique que sur le plan médiatique, puisque c'est exactement notre sujet ce matin. Sur le plan médiatique, dans un premier temps, il y avait
On parlait de l'angoisse des soldats israéliens partant au combat, l'inquiétude des mères pour les soldats, bon. Et puis un petit peu, mais pas trop d'images, parce qu'on ne montrait pas les destructions. Et ça a tellement râlé sur les réseaux sociaux que les médias ont dû changer leur attitude. Parce qu'il y a des images qui circulent, et je comprends qu'on ne montre pas toujours les morts, c'est pas non plus la tradition dans les Occidentaux, mais cacher les bombardements, quand même, c'est différent, quoi. Et donc, comme les gens ne sont plus dépendants aujourd'hui d'un seul canal d'information, vous êtes, vous, en tant qu'individu, autant récepteur qu'émetteur d'informations. Et donc, le public ayant commencé à dire aux télé, aux radios, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est quand même pas à part égale, et je veux dire, on ne peut pas dire que celui qui va lancer une bombe est aussi angoissé que celui qui va en recevoir une, parce que quand même, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Eh bien, le traitement médiatique a été changé. Et après la première déclaration inacceptable d'Hollande disant le droit à Israël à la légitime défense, les réactions publiques, dont les vôtres, ont été tellement fortes qu'il a quand même dû modifier. Donc on voit quand même que et les médias et les responsables politiques tiennent compte. Et l'importance des réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on a eu un long débat avec Taoufik sur Facebook, Twitter, etc. Moi, une partie de ma survie médiatique passe par les réseaux sociaux. Parce que je me sors. Et donc les réseaux sociaux nous permettent d'être émetteurs. C'est l'époque où on écoutait le journal télévisé sans rien pouvoir faire, elle est terminée. Elle est terminée. Et donc moi je vous conseille tous d'aller activement sur les réseaux sociaux parce que c'est viral. Vous allez convaincre d'autres gens, etc. Et que c'est pas si compliqué. La preuve, Taoufik s'y est mis. Sa page. Je vais quand même un mot là-dessus. Effectivement, on a eu ce débat il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était chez Jean-Claude Lefort, et puis tu m'as dit, est-ce que vous pouvez partager tel ou tel truc que tu avais posté? Je t'ai dit, bon, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit, ah oui, je te comprends, parce que de toute façon, toi, tu as tous les grands médias à ta disposition. Ça m'a travaillé, et puis le lendemain, j'ai créé un compte. Donc merci à toi. Parmi les parlementaires, vraiment un truc qui m'a fait, enfin, faut-il pleurer, faut-il en rire, comme chantait Ferrat. Vous vous rappelez que quand des parlementaires ont protesté contre la guerre de Gaza, la dernière en date, avant la prochaine, on les a accusés, et je pense à Alexis Bachelet, à Benoît Hamon, ils ont été accusés de communautarisme. En disant ils font ça pour leurs électeurs, etc. De la part de gens qui vont signer la pénalisation de la campagne boycott pour répondre à quoi? Qui reprennent clé en main l'argumentaire du CRIF, qui se pressent au dîner annuel du CRIF, qui reprennent à chaque fois les éléments de langage fournis par le CRIF, et c'est eux qui dénoncent le communautarisme de gens qui simplement respectent les principes de gauche, c'est-à-dire que généralement, quand on est de gauche, on n'accepte pas le bombardement d'une population civile, de surcroît soumise à un blocus. C'est déjà pas bien de bombarder les civils, mais si en plus on se met un blocus, c'est pas franchement de gauche normalement. Et donc on est dans un monde à l'envers où on accuse de communautarisme des gens qui ne font que respecter des principes universels, tout ça pour des gens qui, eux, au contraire, ont un agenda soit personnel, soit parce que... Et en fait, je veux dire, dans certains, je me demande s'il n'y a pas certains antisémites qui se disent les juifs sont puissants, il faut les suivre. Donc ils fantasment complètement. Il y a un peu de cela. J'ai certains d'entre eux d'opportunisme et bon, j'ai un dialogue parfois compliqué avec les responsables institutionnels juifs, mais une fois j'ai dit à un de leurs responsables, je dis, vous savez, là, on n'est pas d'accord sur Israël, etc., mais vous savez que il y a des gens qui vous soutiennent, mais le jour où vous serez en moins bonne position et où l'antisémitisme va démarrer, ils vous abandonneront en race campagne. Parce que là, ils sont avec vous, non pas parce qu'ils pensent que vous avez raison, mais parce qu'ils pensent que vous êtes puissant. Et l'interlocuteur que j'ai dit, oui, on est très bien conscient. Mais pour l'instant, ils en profitent, parce que c'est un peu comme Israël qui voit dans les chrétiens sionistes aux États-Unis, qui sont le plus gros lobby pro-israélien, des gens qui sont antisémites et sionistes. Là aussi, on ne parle pas tellement de cela, parce qu'ils pensent, les chrétiens sionistes pensent qu'il faut que
la Bible, ce qui est écrit dans la Bible doit être respecté pour que le Messie revienne sur terre. Et quand le Messie reviendra sur terre, les Juifs seront soit exterminés, soit convertis. On ne leur laisse pas beaucoup d'avenir comme Juifs, normalement. Mais ils se disent, bon ok, au final, ça ne nous est pas très favorable, et pour l'instant, ce sont ceux qui soutiennent le plus Israël, on va s'en accommoder. Et donc là, moi je connais quelques opportunistes qui, en privé, disent des choses qui sont des propos antisémites, mais qui sont les premiers à soutenir Israël, parce que, voilà. Et en fait, un des reproches que je fais dans mon livre au CRIF, c'est qu'il y a deux combats. Le CRIF a deux missions, officielles, essentielles. La lutte contre l'antisémitisme et la défense du gouvernement israélien. Je pense que la deuxième prend le pas sur la première. Parce qu'on n'est plus en 67. L'antisémitisme, c'est pas qu'il n'existe plus. Il est résiduel. Il est moins fort que l'islamophobie ou le racisme anti-musulman. Il y a une menace, la menace terroriste, mais comme pour tous les Français. Elle est plus forte pour les Juifs, peut-être. Mais cette menace terroriste est quand même générale. On l'a malheureusement vu le 13 novembre, même s'il y a eu les attentats contre l'hypercacher. Et donc, aujourd'hui, nous, vous, tous ensemble, si la priorité est la lutte contre l'antisémitisme, nous sommes des alliés. Si la priorité est la protection de la politique actuelle du gouvernement israélien, et non pas la protection de l'existence de l'État d'Israël, nous sommes des adversaires. Et on voit bien la façon dont nous sommes traités les uns par les accusations rituelles d'antisémitisme, la pénalisation, c'est que malheureusement, la protection de la politique actuelle du gouvernement israélien est devenue plus importante que la lutte contre l'antisémitisme, parce que plus nécessaire. Parce qu'effectivement, lutter contre l'antisémitisme, les Français en sont assez convaincus. Protéger Netanyahou et sa politique, les Français en sont nettement moins convaincus dans l'ensemble. Et que donc du coup, c'est devenu un enjeu essentiel. Moi, je suis très frappé par les déclarations du délégué à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui prend parti sur le conflit israélo-palestinien de façon unilatérale. J'avais fait un article sur le discours d'Hillary Clinton devant l'AIPAC, l'American Israeli Political Action Committee. Cette personne avait dit, oui, il s'en prend à une organisation juive. Mais l'AIPAC n'est pas une organisation juive. L'AIPAC est une organisation pro-israélienne. Donc, faut pas... C'est curieux que ceux qui disent qu'il ne faut pas confondre juifs et israéliens sont les premiers à le faire. Et il aurait fallu remarquer que, alors que tous les candidats Hillary Clinton et tous les candidats républicains se sont précipités devant l'AIPAC pour redoubler d'assaut de solidarité, le seul qui a refusé d'y aller, c'est Bernie Sanders, qui est juif. Donc les mêmes qui nous disent « Ah, il y a de l'antisémitisme en France parce qu'on confond juifs et israéliens », eux-mêmes disent que tous les juifs soutiennent Israël, et ce qui est faux, et ne font pas de différence et font une confusion dommageable là-dessus. Parce que si, par exemple, on voulait vraiment lutter contre l'antisémitisme, si tous ceux qui nous disent, un, il faut lutter contre l'antisémitisme, et deux, l'importation du conflit du Proche-Orient est une des causes majeures de l'antisémitisme dans certains quartiers. Sous-entendu, parfois dit clairement, les jeunes arabes des cités. Mais quand Leila Shahid allait avec Wacharski et Dominique Vidal dans les lycées, que le CRIF a demandé l'interdiction de cela, Leila Shahid montrait qu'un juif français, un israélien et une palestinienne pouvaient lutter ensemble contre l'antisémitisme. Lorsque le CRIF a lutté pour que ces conférences stoppent, il a privilégié, parce qu'effectivement, dans ces conférences, il y avait une critique de l'occupation militaire israélienne de la Palestine et une mise en garde contre le fait de traduire cela des sentiments antisémites. En voulant interdire cela, bon. Pourquoi nos gouvernements, institutions, n'invitent jamais B'Tselem ou toutes les ONG qui, en Israël, luttent contre l'occupation? Leur montrerait aux gens qu'il ne faut pas confondre que sioniste ne veut pas forcément dire partisan de la manière forte à l'égard des Palestiniens et partisan de la répression militaire. Pourquoi l'Union des Français juifs pour la paix n'est jamais mise en avant? Parce que là, on pourrait dire, vous voyez,
On ne faut pas. Et moi, quand je vais dans des quartiers, des établissements scolaires de banlieue, et que je dois lutter contre des a priori, des préjugés, la meilleure façon de lutter contre les préjugés, c'est d'ailleurs pas de condamner les gens, et c'est de discuter avec eux pour faire tomber les préjugés. Dans la discussion, c'est facile. Mais si vous pouvez montrer justement qu'il y a des juifs qui sont engagés pour la paix en Palestine, vous faites tomber les préjugés antisémites. Mais ces gens-là, loin de les montrer, on les cache. Et tous ceux qui, au nom de l'État, disent vouloir lutter contre le racisme, devraient non pas refuser les contacts avec ces associations, je pense également à une autre voie juive, mais au contraire les développer pour bien montrer quand même qu'il y a une diversité d'opinions et que on ne peut pas, comme le font les antisémites, mettre tous les juifs dans le même sac en pensant que c'est un peuple qui complote, qui pense tous la même chose, etc. etc. C'est comme ça qu'on combattra l'antisémitisme. On le combattra également en arrêtant le deux poids, deux mesures dans les incidents racistes. Parce que force est de constater et force est de déplorer que lorsqu'il y a une agression antisémite, tout le monde se précipite, les hommes politiques, les médias. Quand il y a une agression contre un musulman, un arabe, c'est nettement moins le cas. Lorsque ce jeune enseignant qui portait une kippa a été agressé, alors il y a eu une vraie agression, une fausse agression, bon, mais lorsque ce jeune enseignant qui portait une kippa a été agressé, beaucoup de gens, y compris à l'Assemblée, ont eu une kippa. Pourquoi pas? Mais quand une jeune fille voilée est agressée dans la rue, et qu'elle perd l'enfant qu'elle portait, du fait de cette agression, je n'ai pas vu Meir Habib ou Gazgan mettre un voile pour aller à l'Assemblée, ni les journalistes le faire, ni les gens se précipiter. Il y a même une chroniqueuse de France Culture qui avait nié cela et qui a été condamnée pour diffamation, puisque, malgré qu'elle se prétende féministe, elle trouvait pas tout à fait anormal que l'on puisse être agressé parce qu'on porte un voile dans la rue. Moi, je veux bien qu'on ait des débats sur l'islamophobie. Est-ce que c'est une vraie notion ou pas? Mais c'est faux de dire que ce concept a été inventé par les mollahs iraniens et par Khomeini. Il a été inventé par des sociologues français dans les années 20, dans les années 1920. Donc, ils n'étaient pas ayatollahs, etc. Et on peut parler du racisme anti-musulman, mais quand vous agressez quelqu'un dans la rue parce qu'elle porte un voile, c'est bien que vous avez un petit souci avec l'islam, quand même. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le droit au blasphème, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas critiquer la religion, mais entre la critique du religion qui s'adresse à toutes les religions et attaquer physiquement quelqu'un parce qu'elle a des signes extérieurs d'une religion, et bien bon. Et là, je veux dire, la responsabilité collective des médias et des responsables politiques, par lâcheté, de condamner plus fortement certaines agressions racistes que d'autres, contribue à nourrir une rancœur, parce que du coup, chez certains jeunes, ça nourrit le sentiment que les juifs ont des leviers qu'eux n'ont pas. Et que, etc., qu'il y a des Français qui sont plus protégés que d'autres, ce qui ne doit pas être. Et là, il y a vraiment une réflexion collective à avoir là-dessus si on veut lutter contre cela. Et c'est ça qui importe le conflit en France. On voit bien la volonté de faire émerger des figures intellectuelles non juives, voire maghrébines, qui soient pro-israéliennes. Vous savez, entre le complot et l'incompétence, il ne faut jamais oublier l'incompétence. Et moi, j'ai vu des journalistes qui disaient, je disais, quoi, vous prenez Chalgoulmi, quand j'ai fait les pompiers pyromanes, je réserve un chapitre à Chalgoulmi, des journalistes qui a dit, ah oui, mais quand même, vous créez Chalgoulmi qui est un homme de paix. Donc, une fois de plus, ça prouve que les journalistes ne lisent pas les bouquins sur lesquels ils vous interrogent, parce qu'ils auraient lu ne serait-ce que le chapitre que je lui consacre. Mais surtout, à force de répéter un mensonge, il devient vrai pour certains. Donc il y a ces tentations. Et pour beaucoup de responsables politiques, je pense par exemple Rachida Dati, etc., les élus de la diversité ont une pression supplémentaire pour ne pas prendre position sur le conflit israélo-palestinien. C'est ce que je vous disais sur Politis. C'est clivance, attention, et les élus de la diversité ont une pression supplémentaire afin de n'être pas accusés, vu qu'ils sont arabes, d'être plus facilement accusés, cela. J'en ai discuté avec beaucoup d'entre eux. À un moment donné, ils me disaient, tu comprends, moi je suis arabe, je suis vraiment en position sur le conflit. Ah bon, mais j'aime en face. C'est bon. Et maintenant, on voit une nouvelle génération qui n'hésite plus, et qui se dit, il n'y a aucune raison. C'est un changement vraiment progressif, mais pendant très longtemps,
on met en avant l'expert d'origine maghrébine qui sera pro-israélien au nom de la lutte contre le terrorisme, ou l'élu qui, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, sera... voilà, tu as le droit de réussir, mais tu la fermes sur le conflit. C'est le syndrome de rachat de politique qui a échoué heureusement, mais on voit ça, c'est constamment, c'est vraiment une très très forte pression. Voilà où en est notre pays, et il y a vraiment un effort de mobilisation à faire, parce que si on regarde sur le plan diplomatique, la situation n'est quand même pas réjouissante, elle est même catastrophique. Pourquoi? Vous avez en Israël un gouvernement qui a une conception, grosso modo, les autorités Netanyahou pensent qu'il y aurait un risque à changer et qu'il n'y a pas de risque à ne pas changer. C'est Naftali Bennett qui a théorisé cela en disant on est un peu comme quelqu'un qui aurait reçu une balle dans le dos, il ne marche pas, il n'est pas très confortable, il boite un peu, etc. Bon, mais il pourrait se faire opérer pour aller mieux. Mais l'opération a un risque, donc c'est moins risqué. Et en fait, la balle dans la cuisse ou dans la fesse, dans le dos, c'est l'occupation militaire. Du point de vue israélien, en fait, pourquoi changer? Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sanction. Le coût au maintien de la situation suscite un terrorisme low cost qui leur paraît supportable et qui justifie d'ailleurs, au contraire, qui sert d'argument pour dire nous sommes dans le même bateau, vous luttez contre le terrorisme, nous luttons aussi contre le terrorisme, mais il faut voir aussi les causes du terrorisme et pas seulement les effets. Donc c'est un terrorisme low cost qui est tout à fait un prix supportable. Les Palestiniens ne sont plus visibles, ils sont derrière, il n'y a pas de pression internationale, il n'y a pas de sanctions, etc. Pourquoi changer? Ça serait plus risqué. Les États-Unis, Obama est celui qui a, avec Clinton peut-être, et le plus essayé de faire quelque chose. Mais il a vite rendu les clés du camion, parce que le Congrès s'y opposait, et qu'il a voulu sauver son plan de Obamacare, et que, voilà, à part le discours du Caire, il n'a rien fait, et dans le duel Netanyahou-Obama, c'est Netanyahou qui a gagné. C'est d'ailleurs le paradoxe d'un pays auquel l'autre donne entre 3 et 4 milliards d'aides militaires par an, qui le protège juridiquement, stratégiquement, etc. C'est le pays protégé qui commande au pays protecteur. C'est quand même énorme, unique comme situation. Imaginez que pendant la guerre froide, l'Allemagne dise aux Américains voilà comment il faudra faire, etc. Les Allemands, il y a écouté Berlin, il est allé tout seul, et puis on verra ce qui se passe. Donc jamais les Allemands n'ont fait cela, et pas plus les Japonais aujourd'hui par rapport aux Américains. Et donc Obama a fait le maximum, il va être remplacé soit par Hillary Clinton qui a soutenu la guerre de Gaza, donc il sera, Netanyahou attend avec impatience que le locataire de la Maison Blanche change, et si c'est Trump, on ne sait pas trop, mais il n'y a pas, les fondamentaux de la société américaine sont quand même très pro-israéliens. Les pays arabes, c'est une catastrophe. Le monde arabe est en train de disparaître de la scène stratégique. L'Égypte est un pays soumis à Israël, et on a d'ailleurs la pire situation, une répression sur laquelle on ferme les yeux entre contrats commerciaux et supposée lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire la même situation que Ben Ali et Moubarak auparavant. C'est pire, parce que la répression, il y a encore un rapport ce matin rendu public d'Amnesty International, c'est maintenant il y a l'impression maintenant des disparitions. Les disparitions, c'était l'Argentine, c'est l'idée là. Là, il y a des disparus qui sont... donc le général El-Si fait une répression sans nom, et complètement, mais comme il est très ami avec Israël, personne ne s'en occupe. Et les Saoudiens se disent qu'ils ont un point commun avec Israël, c'est la détestation de l'Iran. Et donc les pays arabes plaident unité, soutien, mais ne font absolument rien pour la Palestine. Il n'y a que le Qatar qui a essayé, il s'est fait bâcher, et les autres pays, par contre, le soutien à la Palestine est le point commun dans tous les pays arabes, pour les opinions, qu'il s'agisse des riches pays du Golfe ou des pays plus démunis du Maghreb. Les pays émergents, le Mexique a voté contre l'admission de la Palestine aux Nations Unies. Les autres émergents sont l'Inde, avec cet actuel gouvernement, est très proche. Ils pensent aussi qu'ils ont un ennemi commun, c'est l'islam, etc. Et l'actuel gouvernement indien est quand même très favorable, et en plus ils ont beaucoup d'accords militaires ensemble. Le Brésil, l'Afrique du Sud sont les pays de l'Amérique latine sont les plus vindicatifs.
mais ils n'ont pas un poids diplomatique. Et l'Europe est volontairement impuissante. La France reste le pays le plus actif sur la question, mais elle est moins active qu'auparavant. Les deux sont vrais, elle est plus active que les autres, elle est moins qu'auparavant. Et le changement, c'est ni Hollande ni Sarkozy, c'est Chirac lui-même, qui, après 2004-2005, a eu peur de sa propre audace et a eu peur des campagnes, notamment sur l'antisémitisme aux États-Unis, et rappelez-vous, la visite de Sharon, homme de paix, défense de rire, en juillet 2005 à l'Élysée, alors que tous ceux qui commentaient le retrait unilatéral de Gaza disaient très bien que ça n'allait pas déboucher sur la paix, mais sur une prolongation du conflit, parce que c'était un retrait unilatéral dont le principal objectif était de faire varier l'équilibre démographique entre juifs et arabes sur l'ensemble d'Israël, territoire occupé. Donc la clé, elle est où? La clé, elle est où? Parce que... Et puis, soyons clairs, hein, il y a aussi quand même un problème de leadership palestinien. Il y a quand même un problème de leadership palestinien. D'une part, les Palestiniens sont divisés territorialement entre Gaza et la Cisjordanie, politiquement entre le Hamas et le Fatah, mais c'est vrai qu'on se dit quand même que les Israéliens n'aiment pas beaucoup Abou Mazen, puisque celui qui plaide la négociation n'a absolument rien obtenu par la négociation, plutôt un durcissement des conditions d'occupation, mais je veux dire, on aimerait quand même qu'Abou Mazen, qui a été élu en 2006, réagisse parfois. Et de vous à moi, parfois je m'interroge sur la stratégie du leadership palestinien par rapport au conflit. Parce que faire confiance aux Américains, dire qu'il faut négocier, oui, c'est Shamir qui l'avait dit en son temps, en 2002, on va négocier, jusqu'à qu'il n'y ait rien à négocier. C'est en train de se passer. Et je dirais que l'inaction du leadership palestinien nourrit le radicalisme, non seulement du Hamas, mais des groupes encore plus radicaux que le Hamas. Parce que le désespoir mène à cela. Est-ce que c'est sûr que les organisations musulmanes sont nettement moins actives pour la défense de la Palestine? Je dirais même que le recteur de la mosquée de Paris prend un soin tout particulier à ne plus jamais prendre position sur le sujet. Et qu'il faut argumenter, mais effectivement, et les arguments, vous les avez sur la table, vous les avez élaborés, chaque jour qui passe, il y a moins à négocier. C'est la stratégie de Netanyahou, qui correspond à ce qu'a dit Shamir. Et en même temps, je dirais que malheureusement, les Palestiniens ne tirent pas suffisamment à la sonnette d'alarme là-dessus. Donc effectivement, jusqu'où on peut négocier, à partir de quand il sera trop tard pour négocier, et on tombera dans une situation où, du coup, ça sera un État, mais qui sera un État un peu curieux. C'est un peu comme quand tu marches sur la glace et qu'elle commence à fondre, tu ne sais que la minute d'après qu'il est trop tard, quoi. C'est que jusqu'ici, tout va bien. Et enfin bon, des Léa Shahid, il n'y en a pas 50, quoi. Hein. Donc, effectivement, mais Inkouri était très bien, mais elle n'avait pas cela. J'ai eu de longues conversations avec Aël qui avait succédé. Lui a théorisé sa stratégie qu'il ne fallait pas aller devant les médias. Bon, ok. Je veux dire, avec Taoufik, en 3 minutes, il change d'avis sur les réseaux sociaux. En 3 ans, Aël n'a jamais changé d'avis. Bon. Et l'actuel, je ne suis pas sûr qu'il aille beaucoup dans les médias. Alors, ça, bon, je veux dire, le débat n'est pas que ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le contrepoids. Alors que l'ambassadeur israélien a tapis rouge partout, quoique des fois, plus il parle, plus il le fait contre lui. C'est pas... Mais le combat, il est chez nous en France. Hein, on n'a pas besoin, je veux dire, à la limite, si on est contre la répression dans un pays, bon, on peut avoir des opposants, mais on peut s'exprimer parce qu'on est contre sur les principes. Il faut le faire parce qu'on n'aura pas beaucoup d'aide de ce côté-là. Et que, de toute façon, ceux qui s'opposent le plus à nous sont plutôt des compatriotes que des ambassadeurs. Mais c'est vrai que, malgré tout, il y a quelques bons diplomates, je pense à ce jeune Amaged aussi, qui est très bon, etc. Mais c'est pas toujours facile de trouver des gens qui, et Léla Shahid, manifestement, n'a pas été remplacé dans ses fonctions et dans ses capacités.
Fabius a toujours essayé de faire bouger les choses et c'est Hollande qui bloque. C'est Hollande qui a bloqué pour la reconnaissance, Fabius a bougé, et Jean-Marc Ayrault maintient la même position que Fabius. Parce qu'il est élu de Nantes, qui est quand même une ville où les traditions sont celles-là. Il y a deux sujets qui ont choqué, c'est le vote sur l'UNESCO. C'est vrai que la résolution n'était pas tout à fait bien tournée et qu'il aurait mieux fallu la corriger. Il n'aurait pas fallu faire tout ce foin après, quoi. Et quand j'en ai parlé avec Jean-Marc Ayrault, quand je lui ai dit mais pourquoi tu as demandé, enfin disant que la reconnaissance serait plus automatique de la Palestine si le plan français n'était pas accepté, il dit non mais Fabius a dit ça, le plan français, là c'est un plan européen. Donc si on avait dit qu'il y avait automaticité de la reconnaissance de la Palestine si le plan n'était pas accepté, on tuait le plan qui n'aurait pas été endossé par les pays européens, qui auraient cru qu'ils se seraient engagés dans un piège par la France. Là-dessus, je pense que Jean-Marc Ayrault est vraiment très très clair sur des positions qui ne sont pas éloignées de celles que vous partagez, comme était celle de Fabius. Hollande, je crois qu'il est persuadé que Jospin a perdu en 2002 à cause du CRIF, parce que c'est le président du cercle Léon Blum qui avait dit le vote juif n'existe pas, sauf quand on le provoque, et c'est pour ça que Jospin a perdu. Voilà, les diplomates sont bien au Quai d'Orsay, quelques néoconservateurs, mais il y a quand même la tradition est quand même plutôt cela, mais pour des raisons qui tiennent au contexte général et aux freins internes, la France est moins allante sur ce dossier qu'auparavant. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est pas tout à fait éloigné de nos préoccupations, c'est que après la guerre d'Irak, partout, moi je suis passé d'une région, je vais un peu partout où j'allais dans le monde, on me félicitait pour le refus de la guerre d'Irak parce que j'étais français. C'était aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on me dit pourquoi la France est devenue un pays islamophobe. Et les débats internes que l'on a sont tout à fait perçus par les élites mondialisées des pays musulmans qui suivent nos débats. Et que les débats sur le voile, sur la laïcité falsifiée. Tu parlais de laïcité tout à l'heure. La laïcité falsifiée, on voit très bien que pour certains, il y a un bouquin de Jean Bobéro qui s'appelle comme cela, La laïcité falsifiée, que je vous recommande. Jean Bobéro qui est vraiment, je l'appelle le pape de la laïcité, parce que c'est l'universitaire français qui a le plus bossé dessus, qui montre bien comment la laïcité, c'est pas bien de se dire raciste, anti-arabe ou anti-musulman, donc certains mettent leurs sentiments racistes derrière une laïcité qui n'a rien à voir avec les principes de la laïcité, c'est la liberté de croyance pour tous, dans l'espace public. Et porter un voile dans l'espace public, c'est en rien. L'abbé Pierre, député, venait en soutane à la tribune de l'Assemblée. Et effectivement, quand Goasguen et Habib Meya sont venus avec une kippa, personne n'a dit « Ah, laïcité, etc. » Donc, c'est cela. Et donc, la solution, elle est dans, et c'est là où votre rôle est essentiel, important, capital, la solution est dans l'opinion publique. C'est un débat pour l'opinion publique, de mobilisation, de lutte. Il faut mettre les gens au défi, mais je pense par l'argumentation et par le nombre. L'argumentation solide, justement en disant arrêtez de confondre, est-ce que le CRIF est la seconde ambassade d'Israël ou est-ce que c'est un organisme communautaire, etc. Il va y avoir les élections présidentielles en mai l'an prochain, il faut interpeller les candidats et ceux qui se présenteront ensuite aux législatives. Et c'est un rapport de force. Et donc le moment des élections est un moment, je dirais, normalement particulier pour peser. Sauf que François Hollande a fait des promesses en 2012 qu'il n'a pas tenues sur la reconnaissance de la Palestine. Mais je veux dire que là, c'est vraiment... Je pense que le combat pour l'opinion, il est quotidien, et les élections sont un moment particulier. Et il y a le rapport de force fantasmé, le rapport de force réel. Mais c'est aussi votre action qui doit changer ce rapport de force pour que les principes de justice, d'égalité des individus et des peuples, soient enfin respectés, parce que nous souffrons dans notre pays de l'importation du conflit. Vous savez comme moi qu'il y a des familles, des amis qui ne se parlent plus à cause de cela. Les accusations d'antisémitisme des combattants à la Palestine, la haine sur Internet et la radicalisation des ultra-défenseurs israéliens, avec aussi une radicalisation parfois en face, mais cette double radicalisation, c'est
le résultat de la non-solution à un conflit dont tout le monde connaît la solution. Et donc il y a vraiment un combat pour l'opinion publique, et c'est là où votre association a un rôle central. Vous êtes d'ailleurs plus implanté, je dirais, en région que d'autres, et la force, je vois un peu quand je me balade la force des régions, mais je dirais, pour finir peut-être sur une parole précise, il faut croître et se multiplier. Parce que c'est aussi, je vous conseillerais presque de vous inspirer d'Amnesty International, qui a doublé le nombre de ses adhérents sur la période récente, pour peser plus. Parce que, je dirais, c'est malheureux, mais pas tous, mais beaucoup d'élus, avant de donner les principes, font les comptes. C'est comme ça. Et Amnesty pèse plus parce qu'ils ont augmenté leur nombre de militants. On pourrait rêver d'un monde idéal où les leaders politiques, qui soient des hommes d'État, regardent les grands principes, disent il faut aller vers là. Mais souvent ils disent quel est le rapport de force. Donc à partir du moment où les responsables politiques, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, réagissent uniquement en termes de rapport de force, eh ben c'est à vous, à nous de le changer par le débat, par le combat, et dans ce qui vous concerne, par, je crois, la croissance à plusieurs chiffres. Merci.